et plus précisément aujourd'hui sur le rôle des territoires dans la planification et la mise en œuvre des politiques multiniveaux d'adaptation en Europe. Depuis des années, Climate Change réalise des IMAG plutôt à destination des acteurs africains sur l'action climat en Afrique, et nous introduisons cette année une toute nouvelle série d'IMAG sur l'adaptation en Europe. Cependant, les IMAG en Afrique et en Europe ne sont pas du tout mutuellement exclusifs et ils permettront des échanges de bonnes pratiques entre les acteurs européens et africains. Nous aurons, au-delà des IMAG sur l'adaptation en Europe, tous les 2 mois, également tous les 2 mois, un IMAG sur l'action climat en Afrique. Et le premier de cette série aura lieu le 25 avril à 15 heures heure Paris. On vous donnera plus d'informations à la fin de cet IMAG pour s'inscrire. Tout d'abord, nous vous rappelons que l'IMAG est traduit en direct en français et en anglais. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'icône circulaire en bas de votre écran. Nous aurons aujourd'hui des intervenants en français et en anglais, donc n'hésitez pas à activer l'interprétation dès à présent. This IMAG is being live translated in French and English, and you can select the language by clicking on the globe icon just on your screen. Vous pouvez donc cliquer sur la langue de votre choix. Votre nom et votre organisation. Et nous vous prions de garder votre micro éteint lorsque vous ne parlez pas et n'hésitez pas à envoyer vos remarques dans le chat. La session va être enregistrée pour votre information. Avant de me présenter, je m'appelle Estelle Mettens, je suis chargée des Climate Change et je serai aujourd'hui de cette IMAG. Pour ceux qui ne le savent pas, Climate Change, c'est une association internationale qui a été créée en 2015 et qui cherche à fédérer tous les acteurs non étatiques reconnus par la CNUC. Donc, c'est les collectivités territoriales, les entreprises et la société civile. Et nous avons 3 missions. La première, c'est de fédérer à travers des événements internationaux comme des sommets en Afrique et en Europe. La deuxième, c'est d'analyser les publications de notre observatoire. Et la troisième, c'est de diffuser grâce à notre portail de l'action climat euh, sur notre site web où vous pouvez trouver notamment un agenda et une cartographie de l'action. Au croisement de ces 3 missions et pour poursuivre notre travail sur l'adaptation au changement climatique en Europe, suite au sommet Climate Change Europe 2024 Wallonie qui a eu lieu en février à Liège sur ce sujet-là, nous proposons chaque 2 mois, de mars 2024 à janvier 2025, un espace d'échange dédié à l'adaptation en Europe. En effet, le sommet s'est conclu par la déclaration de Liège, qui est une feuille de route collective et ambitieuse sur la demande des acteurs non étatiques en termes de politique publique opérationnelle sur l'adaptation au changement climatique en Europe. Et chaque IMAG de cette série d'adaptations traitera d'un sujet de la déclaration. Et ce nouveau rendez-vous européen des IMAG, il est d'autant plus important cette année, car cette année marque de nouvelles élections européennes. Et en effet, les messages et la déclaration seront portés aux institutions européennes pour un pacte vert renouvelé et renforcé après 2024. Chaque IMAG sera suivi d'un magazine qui sera publié en français et en anglais en PDF sur notre site web. Et je vous invite à prendre connaissance du calendrier du premier IMAG, enfin de la première. Hop, je vous invite à prendre connaissance, oui, vous voyez bien l'écran, parfait, de la première série d'IMAG du premier semestre 2024 en partenariat avec le média Construction 21. Les thèmes qui seront abordés le 30 mai, ce sera la justice sociale dans les politiques d'adaptation. Ensuite, le 11 juillet, on parlera de la résilience des villes européennes face aux aléas climatiques liés à l'eau dans le cadre de la EU Green Week. Et le reste du programme sera développé en cours d'année. Pour plus d'informations sur le programme et le DIMAG, nous vous invitons à consulter le lien qu'on va envoyer dans le chat dès maintenant. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par, dans un premier temps, une présentation de toute nouvelle étude intitulée Planification et mise en œuvre de l'adaptation dans l'Union européenne, l'état de l'intégration multiniveau des politiques d'adaptation, qui sera présentée par Tania, chargée de recherche à Climate Change. Ensuite, Amandine Martinet, journaliste chez Construction 21, nous présentera une revue de presse sur l'actualité autour de l'adaptation en Europe.
Après, nous entrerons dans notre discussion un peu plus technique avec un beau panel qui abordera chacun de sa perspective le rôle des territoires dans la planification et la mise en œuvre des politiques multiniveaux d'adaptation en Europe. Nous partirons d'une approche plutôt top-down avec Cornelia Riedorf qui travaille pour le Compass Competence Center de l'agence environnementale allemande. Ensuite, nous aurons l'occasion de découvrir des approches plutôt bottom-up avec premièrement Gianluca euh, Tourrieri, directeur climat et qualité de l'air pour la région Lombardie en Italie, et aussi une approche bottom-up présentée par Manuel Archi, qui est un représentant de la région wallonne. Ensuite, Monsieur Peter Eckersley, professeur à l'université de Nottingham-Kent, nous dira en quoi les approches bottom-up se sont améliorées ou pas ces dernières années. Et nous terminerons par un exemple très concret de la trajectoire française d'adaptation plus 4 degrés qui sera présentée par le sénateur de Loire-Atlantique et président de Climate Change, Ronan Dantec. Les 15 dernières minutes de cette IMAX seront dédiées à une séance questions-réponses et aux prises de parole du public. D'ici là, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour toute question, mais aussi pour vous présenter. Dites-nous qui vous êtes et n'oubliez pas de vous renommer avec votre organisation et votre nom. Encore merci beaucoup à tout le monde d'être là aujourd'hui, aux intervenants, à notre interprète. Et je donne sans plus tarder la parole à Tania pour la présentation de la nouvelle étude de notre observatoire de l'action climat de Climate Change. Et vous pouvez retrouver le lien de cette étude dans le chat aussi. Tania, la parole est à toi. Thank you so much, Estelle. I will be speaking in English. Merci Estelle, je vais parler en anglais. Je vais présenter quelques résultats donc de l'étude que nous avons publiée aujourd'hui. Vous avez donc le lien qui se trouve dans le chat. L'idée ici, avec cette présentation, c'est un petit peu de cadrer la discussion que nous aurons par la suite aujourd'hui. Ou avant nous commençons, peut-être la meilleure chose à comprendre, c'est d'abord l'adaptation de la politique d'adaptation en Europe, en quoi cela consiste, quelles sont les différentes étapes dans ce cycle d'adaptation dans le contexte de l'Europe. Bien sûr, vous le voyez ici sur votre écran, les différentes étapes du cycle d'adaptation et des politiques d'adaptation avec l'Agence de l'environnement. Donc, ce qui comprend différentes choses selon la manière dont c'est présenté, mais ce sont plus ou moins les mêmes étapes que l'on retrouve à chaque fois aux différents niveaux ou selon les zones géographiques. Premièrement, préparer le terrain pour l'adaptation avec une volonté politique pour trouver les ressources qui seront mobilisées tout au long de ce processus et de préparer tout ce qui est nécessaire. Ensuite, de commencer concrètement avec une évaluation des risques de la vulnérabilité, dans ce cas, du territoire particulier, ce qui peut être aussi détaillé que possible avec le secteur économique, en regardant aussi les régions géographiques différentes. Et plus vous avez bien sûr de détails, plus vous pouvez planifier votre adaptation. Ensuite, troisième étape, c'est identifier les différentes options d'adaptation selon les risques et les vulnérabilités qui ont été établies pour un territoire donné. Une fois que cela est fait, ensuite, il faut comparer les différentes options, les avantages, les coûts, les faisabilités, comparer les résultats qui donnera naissance donc à un document d'adaptation, de stratégie qui est en général un document un peu plus conséquent où les entités ou le gouvernement peuvent identifier les objectifs à long terme en termes d'adaptation et leur cible. Et lorsque nous arrivons à l'étape de mise en œuvre de ces actions, ce document peut donc se traduire dans un plan d'adaptation qui est un document qui donne quelles sont les étapes pratiques que l'entité, le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre. Une fois que tout est mis en place, une fois que les actions sont réalisées, eh bien, l'étape suivante sera le suivi des étapes pour veiller à ce que tout soit comme prévu. Ensuite, pour évaluer et voir si les objectifs initiaux ont été bien achevés, complétés, ce qui va conduire au cycle suivant.
Voilà un petit peu comment le cycle de la politique d'adaptation est structuré à différents niveaux, soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau régionaux et locaux. C'est l'importance de l'intégration verticale. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus pour permettre de créer, et de pouvoir coordonner autant que possible toutes ces étapes à chaque niveau. À présent, regardons un petit peu ce schéma qui montre quels sont les gouvernements, les structures qui existent au niveau européen. Ce que nous remarquons ici, c'est que ce qui c'est d'abord ce qui domine, c'est la stratégie d'adaptation, la stratégie européenne pour l'adaptation, qui est d'abord basée sur la loi européenne sur le climat, qui est une réglementation qui doit ancrer et enraciner dans la loi ce qui est obligatoire, les obligations des gouvernements pour pouvoir répondre aux objectifs de 2050 pour l'Union européenne. Alors que cette loi européenne donc sur le climat qui date de 2021, ce cadre, vient avant cela. Vous avez également des réglementations, par exemple pour l'énergie, d'autres, réglementations donc qui sont là pour aussi atteindre c'est un cadre, hein, pour atteindre les objectifs de 2030. Donc tout ce qui tombe sous la réglementation de l'Union européenne sur la question de l'énergie ou de l'atténuation. Ce que vous voyez ici, tout est lié de manière intrinsèque. Quand on arrive donc au niveau des États membres, la deuxième ligne, vous voyez un petit peu les différences ici qui sont un peu plus évidentes. Pour certains pays qui préfèrent l'approche top-down, où il y a déjà des lois climat en place et qui définissent ensuite chaque obligation de chaque niveau de gouvernement et quels documents sont obligatoires. Dans d'autres pays qui préfèrent une approche bottom-up, ou au niveau national, les choses sont peut-être moins bien définies et ce sont plus les régions, les autorités locales qui déterminent donc les actions climat. Un autre point à noter, au fur et à mesure que les niveaux baissent ou descendent, il y a moins de certitude sur ce qui est fait, sur ce qui est demandé, puisque cela est plus difficile à mesurer. Si nous passons à la planche suivante, nous voyons que ces documents que vous avez vus, ces politiques donc que vous venez de voir sont assez bien cadrés au niveau européen. Ça peut être un peu compliqué à comprendre, alors suivez-moi bien ici. On doit lire cela de gauche à droite et du haut vers le bas par rapport aux spécificités. Donc, c'est de plus en plus général vers des choses plus précises au fur et à mesure qu'on descend. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cela? En termes d'atténuation, de planning pour l'énergie, les choses sont bien établies. C'est un système complexe qui spécifie ce que sont les obligations à chaque niveau, comment est-ce que cela marche à chaque niveau de gouvernance. Vous avez aussi un système où chaque document doit être soumis à la commission, révisé, où les choses doivent être ensuite prises en compte avant de les mettre en œuvre. Quand on regarde le plan stratégique d'adaptation, vous voyez que les plans d'adaptation ou de stratégie restent finalement assez ambigu au niveau européen, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'obligation pour dire: «Oui, il faut avoir un plan, un plan de stratégie ou un plan d'adaptation, une stratégie d'adaptation». Ce qui peut se réduire au niveau de politique d'adaptation. Au départ, c'était au niveau des États membres, mais par la suite, les États membres donc se sont réunis pour, émettre cette politique européenne. Donc ça peut être, aussi la raison derrière, le fait qu'il y a des pays qui sont moins en avance sur les politiques d'adaptation. Certains, sont là depuis plus longtemps, d'autres ont rejoint plus récemment. Alors pour notre débat d'aujourd'hui, où en sommes-nous au niveau des territoires?
dans cette étude que vous trouverez sur notre site, ce que nous avons découvert, c'est que l'évaluation des risques à tous les niveaux s'améliore, ils sont beaucoup plus complets. Les évaluations de risques, il y a même des régions, des villes qui ont complété tout ce cycle, sont à présent au deuxième cycle, ils sont encore mieux coordonnés, encore mieux plus complets. Nous voyons donc que la planification s'améliore également. Je pense que Peter va en parler aujourd'hui. Mais le point qui bloque un petit peu, c'est l'évaluation et le suivi. Et vous pourrez en voir davantage et en voir davantage sur ce sujet, donc dans l'étude. Notre étude plus en longueur via le lien qui a été mis dans le chat. J'aimerais maintenant donner la parole à Amandine Martinet, qui est journaliste chez Construction 21. On voit aujourd'hui que l'adaptation est de plus en plus présente dans les médias français et internationaux. Et c'est pourquoi nous avons fait ce partenariat avec Construction 21 pour nous faire une revue de ce qui est dit en ce moment dans la presse internationale et française sur l'adaptation et les politiques d'adaptation en Europe. Amandine, la parole est à toi. Merci beaucoup, Estelle. Merci à tous d'être là. Je suis ravie d'être ici. Merci à Climate Change pour l'organisation de ce webinaire. Alors, vous l'avez compris, moi, je représente l'association et le média Construction 21. Et pour poursuivre sur ce sujet de l'adaptation, on a concocté cette petite revue de presse très succincte. Et comme le temps nous est compté, nous avons choisi de nous concentrer sur l'actualité plutôt française. Mais vous vous en doutez, l'actualité au niveau européen est également très riche. Alors, je vais tout de suite passer au premier article de notre petite sélection. Et il s'agit d'un événement qui a eu lieu à la fin du mois de janvier, auquel nous sommes rendus, qui a eu lieu au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et lors de cet événement, nous avons donc le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a réuni plusieurs experts du climat, des représentants des territoires, des acteurs de la transition écologique, pour parler du futur de la France face à ces fameux plus 4 degrés qui sont prévus d'ici 2100, d'ici 2050, selon d'autres prévisions. Alors, lors de cet événement, nous avions notamment Ronan Dantec, qui est le président de Climate Change. Était présent également Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez très certainement, président du Shift Project, associé du bureau d'études Carbone 4. Et il se trouve que Jean-Marc Jancovici n'a pas mâché ses mots lors de son intervention pour alerter les collectivités territoriales. Je cite, « Le monde va devenir plus difficile à gérer. Nous allons devoir consacrer des moyens intellectuels qui, à l'évidence, ne seront pas utilisés à construire une salle des fêtes ou une patinoire. » Plutôt direct donc, et pour appuyer ces propos-là, Benoît Leguet, qui est lui directeur de l'Institut économique pour le climat, a voulu mettre en évidence les moyens nécessaires pour adapter les territoires. Je cite à nouveau, sur les 57 milliards d'euros alloués par an à la stratégie nationale bas carbone, les pouvoirs publics pourraient en réserver quelques millions pour former les élus locaux à cette adaptation et les soutenir dans leurs nouvelles priorités. Vous en saurez davantage en consultant l'article en ligne. Pour passer au deuxième article de notre sélection, toujours l'Institut économique pour le climat est l'auteur d'un article dans un dossier qui a été publié récemment sur le site de Construction 21 et qui était justement consacré à l'adaptation et à la résilience des bâtiments. Nous avons donc là un article qui est signé Guillaume Dolkes, qui est chercheur à l'I4CE. Et il a souhaité se focaliser dans cet article sur les coûts engendrés par l'adaptation et surtout la nécessité d'intégrer ces coûts dès le départ dans un projet. Alors, ce qui est mis en avant, c'est aussi l'importance de tendre vers une adaptation qui est plus proactive, c'est-à-dire aller au-delà des réglementations qui sont déjà existantes et en agissant sur l'environnement du bâtiment et pas seulement le bâtiment en lui-même. Par exemple, agir sur la végétalisation des espaces publics ou encore sur la modification des morphologies des rues. Et donc, plus que simplement de questions d'économie, notre expert a estimé dans cet article que la question était également éminemment politique, bien sûr. Et donc, il s'est interrogé sur quelle forme d'adaptation on souhaite favoriser pour nos bâtiments et nos villes. Donc, entre une climatisation exacerbée dans une ville qui vit des températures extrêmes, ou alors aller vers des approches qui sont beaucoup plus sobres. J'en viens à mon troisième article dans notre sélection. Et cette fois-ci, il s'agit vraiment d'un territoire donné, donc au sud de la France, la ville de Marseille. Alors, dans cet article-là, nous avons affaire à une élue, Perrine Prigent, qui est adjointe au maire en charge de la transition écologique
et qui est intervenue à la fin du mois de janvier, toujours, lors d'un événement à la Fabrique de la Cité à Paris. Et elle nous a présenté, nous étions présents également, elle nous a présenté un manifeste des espaces publics méditerranéens qui se veulent accueillants, résistants et résilients. Je vais la citer encore une fois. Elle a dit que nous, donc c'est-à-dire Marseille, vivons aujourd'hui les perturbations climatiques que le reste de la France va connaître dans quelques années. Et en cela, Marseille se doit, selon elle, d'être un expérimentateur pour les autres territoires. Je vous le laisserai évidemment découvrir davantage toujours dans cet article. Et j'en viens au dernier contenu de notre sélection. Donc là, on va revenir un petit peu dans un cadre national. Et il s'agit du dernier rapport de la Cour des comptes qui a eu lieu il y a quelques semaines seulement et où nous nous sommes rendus. Il y a eu des mots assez forts du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui a dit « L'adaptation au changement climatique reste un angle mort des politiques publiques en France ». Donc, la Cour des comptes a promulgué quelques recommandations, quelques conseils pour mieux faire une meilleure adaptation du pays. Donc, pour l'institution, ce qu'il faut, c'est adopter un triptyque qui est de connaître les risques, informer le public et planifier une stratégie. Donc, par exemple, dans les leviers qui sont mis en exergue par la Cour des comptes, on a une meilleure adaptation des dispositifs de financement en rénovation énergétique. Je pense par exemple à MaPrimeRénov'. Donc, selon Pierre Moscovici, ce sont des dispositifs qui pourraient être adaptés davantage aux travaux liés au confort d'été ou par exemple au risque d'inondation. Ils ont parlé également de la coopération entre les différents acteurs au niveau des collectivités pour aller au-delà de ce qui existe déjà, mais qui n'est qu'émergent selon eux, c'est-à-dire la végétalisation, la préservation de l'érosion côtière. Ce sont des choses qui émergent, mais qui ne sont pas encore assez développées selon la Cour des comptes. Et je conclurai juste sur cet article-là et sur cette revue de presse en rappelant tout de même que sur cette question du budget, on sait que le gouvernement français a récemment choisi de faire des économies assez immédiates sur ses dépenses en 2024, compte tenu des dépenses, dont 1 milliard, on le sait, vous le savez certainement d'euros, vous le savez certainement, 1 milliard d'euros a été raboté au budget de MaPrimeRénov'. C'est tout pour nous sur cette revue de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Amandine. Je pense que oui, on voit de plus en plus que ce sujet de l'adaptation est de plus en plus traité dans les médias et je pense que c'est une excellente chose. Nous allons maintenant nous tourner vers nos représentants et experts de plusieurs territoires européens sur la manière dont ils opérationnalisent leur plan d'adaptation. Comme mentionné plus tôt, on va partir d'une approche assez top-down pour après revenir avec des approches bottom-up et on terminera par un exemple un peu plus concret. Et sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à Cornelia. Cornelia, you work at the Compass Competence Center at the Cornelia, qui travaille au centre de compétences Compass pour l'Agence allemande de l'environnement, donc en Allemagne. Alors, comment est-ce que la loi donne ce cadre des différents niveaux de gouvernance, notamment entre le local et le national? Et comment est-ce que cela se passe dans la mise en place des plans d'adaptation au niveau national? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à Climate Change d'avoir organisé ce rendez-vous, cet atelier. Donc, je suis de l'Agence de l'environnement en Allemagne, au centre de compétences Compass pour l'adaptation climatique. Nous parlons donc de la loi sur l'adaptation climatique en Allemagne. Nous avons un petit problème de son. Nous n'entendons pas l'intervenante. Je pense que ça coupe. Alors voilà, donc 22 décembre 2023, qui a été publié par le gouvernement allemand et qui va entrer en vigueur en juillet 2024. Donc un cadre contraignant pour l'adaptation au climat en Allemagne, dont le but est d'établir vraiment une base pour donc une approche complète au niveau national avec des mesures de prévention, d'adaptation
pour apporter une forme de sécurité dans les investissements et de partager les responsabilités. Core element of the law is the development of a new precautionary climate adaptation strategy with measurable targets and targets. So we Alors have l'interprète s'excuse, mais malheureusement, ça coupe et nous n'entendons pas. Nous avons un problème de son. Sorry to interrupt. Maybe we hear you in fractions. So maybe if you could switch off the camera, if it might help. Je ne sais pas si on peut éteindre la caméra, peut-être ça va aider parce qu'il y a un problème de connexion. Weather and storm in Berlin. Okay, sorry for that. So I hope Excusez-moi pour ce problème, dit l'intervenante. J'espère que c'est mieux à présent. Alors, les éléments clés de la loi d'adaptation climatique avec 4 parties. Les parties principales, pardon. Alors, toujours la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. On est toujours sur cette même planche. Donc, avec une stratégie d'adaptation climatique, avec des objectifs mesurables, les ministères fédéraux qui sont donc responsables, avec une évaluation régulière des progrès sur la base d'un rapport de suivi qui doit être rendu tous les 4 ans. Au niveau fédéral, nous avons également des évaluations des risques climatiques qui sont déjà en place depuis quelques années et qui sont à renouveler tous les 8 ans. Une nouvelle partie, c'est un registre des dommages et des dépenses. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui est à présent intégré dans le suivi pour avoir des meilleures informations sur ce sujet. Alors, les États fédéraux sont responsables du développement et de la mise en œuvre de leur propre stratégie d'adaptation au climat. Les municipalités, elles, doivent veiller à ce que les concepts locaux d'adaptation au climat soient élaborés sur la base des évaluations. L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. On ne peut pas traduire dans ces conditions. Veuillez nous en excuser. L'intervenante est hachée. Il y a un problème de connexion. Is already in place for quite some time. So with first a climate assessment, then the adaptation action plan, which now also includes new measurable targets and indicators. And we have the implementation of the measures, so that will continue. And the monitoring report will also include and public expenditure data, as well as measurable targets from new strategy. And then evaluation, as also Tanya mentioned in the beginning, is also to be set up new. So far we had evaluation of the political process. Alors, donc, l'évaluation des processus politiques. À présent, nous essayons de résoudre donc les difficultés pour évaluer les mesures. Voilà un petit peu ce que nous avons fait récemment. Nous avons publié donc le rapport de suivi récemment en 2015.
2015, nous avions commencé de regarder les indicateurs de l'impact climatique. Alors, la dernière diapositive. Malheureusement, le son est toujours très mauvais. Processus d'élaboration du DAS 2.0. Alors, rapidement, il y a beaucoup de cases ici, comme vous le voyez sur cette planche. C'est un processus participatif avec des objectifs mesurables, des indicateurs, les ministères qui étaient donc impliqués pendant toute l'année 2022, une partie de l'année 2023. Nous avons également un dialogue citoyen, des consultations avec les parties prenantes, des groupes de travail au niveau des États fédéraux et des ministères fédéraux pour discuter un petit peu de suggestions, de difficultés rencontrées. Nous avons également invité à cette consultation des groupes de jeunes pour nous apporter aussi des retours d'expérience. C'est un processus très important qui permet de confirmer certaines cibles qui ont été établies, d'apporter de nouvelles perspectives pour les responsables fédéraux. Merci beaucoup. Merci Cornelia. Alors voici donc le mail de Cornelia si vous voulez rentrer en contact avec elle. À présent, passons à notre deuxième intervenant de Gianluca Gioni de la région de Lombardie en Italie pour parler du rôle donc comment le plan d'adaptation de la Lombardie et des initiatives donc volontaires de l'approche ascendante dans la mise en œuvre de ces mesures d'adaptation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à cet événement de Climate Change. Je vais parler rapidement de certaines problématiques et de nos politiques d'adaptation. En général, les politiques d'adaptation, les collectivités locales jouent un rôle important, les gouvernements régionaux jouent un rôle crucial pour lutter contre le changement climatique et dans l'obtention de résultats concrets. Ce rôle est justifié par le contact direct avec les citoyens, avec l'approche territoriale dans l'identification des défis et des solutions, dans les synergies stratégiques avec les autres régions et les différents niveaux politiques. On peut passer à la diapo suivante. Alors, quelques outils d'adaptation dans la région de la Lombardie. Par exemple, nous avons approuvé au cours des 5 dernières années des lignes directives et des plans d'adaptation. Nous sommes la première région d'Italie à élaborer des politiques d'adaptation en Italie. Nous avons une collaboration étroite avec les différentes parties prenantes, avec des informations et des soutiens scientifiques solides de la part de notre Fondation pour l'environnement. Nous avons également une coopération internationale qui est importante avec différents partenariats. Comme vous le voyez ici sur la droite, les différents groupes, donc Race to Zero, CDP, etc. Ensuite, la réduction d'échelle des politiques de changement climatique et les régions comme point de correspondance pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur l'adaptation. Donc, ces politiques sont des occasions de pousser vraiment les politiques au niveau régional, local, au niveau local, donc de réduire cette échelle au niveau local, qui sont vraiment en position intermédiaire pour pouvoir recevoir et distribuer en même temps les politiques. C'est une responsabilité bien sûr importante de pouvoir réduire à l'échelle ces politiques au niveau local pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, concernant les top-down ou bottom-up, donc les approches descendantes ou ascendantes, c'est important d'avoir une bonne coopération, une bonne coordination dans ces deux approches, qu'elles soient vers le haut ou vers le bas, pour mieux combiner les conventions internationales avec les politiques territoriales.
donc dans l'approche ascendante qui doivent prendre en compte la conception des politiques efficaces sur le climat, parce que tous les niveaux doivent être coordonnés, notamment pour atteindre les objectifs climatiques qui sont ambitieux. Et donc le GIEC et les Nations Unies et d'autres organisations internationales sont aujourd'hui pleinement conscientes de cela et appellent donc de leur vœu la mise en place d'un système d'alerte précoce au niveau des institutions municipales, régionales ou internationales et nationales. Quelques mots pour parler de l'importance d'une action à plusieurs niveaux. Alors, la proposition de résolution du Parlement européen pour la COP 2022, sur la COP 2022, qui invite toutes les parties prenantes à prendre des mesures urgentes contre les émissions de CO2. On peut le lire un peu plus loin, donc notamment certaines décisions qui ont été prises. Point numéro 24 de la proposition, par exemple, le rapport qui souligne que si le changement climatique reste un problème, chaque région est touchée différemment, impactée différemment. Ainsi, les gouvernements locaux, qui sont plus proches des populations, sont vraiment des acteurs clés pour pouvoir faciliter l'adaptation au changement climatique. Également souligne un meilleur acheminement des ressources financières vers le niveau local qui est nécessaire pour avoir des solutions efficaces et qu'il en revient donc aux autorités locales, régionales et de décentralisation pour répondre aux effets du changement climatique et pour pouvoir atteindre donc les plus vulnérables. La collaboration ensuite entre les régions est également importante. L'événement d'aujourd'hui qui montre quels sont ces efforts pour renforcer le dialogue sur la mise en œuvre des questions d'intérêt mutuel et l'échange des meilleures pratiques. Donc, la participation active à d'importants réseaux régionaux tels que Région 4 ou Coalition Under force cette coopération donc, entre les régions pour assurer ce dialogue et ce partage spécifique à partir des expériences respectives. Quelques mots maintenant sur les mesures d'atténuation avec différents groupes comme le programme donc, environnemental pour le climat, l'énergie régionale, pour réduire la consommation, l'augmentation et augmenter l'efficacité des énergies renouvelables. À présent, nous travaillons sur des propositions de loi régionales sur le climat pour développer des lois régionales pour réduire les effets du changement climatique par l'atténuation et l'adaptation, pour développer toutes les actions qui ont comme but de faire face aux événements climatiques extrêmes, en réduisant donc les îlots de chaleur, en adaptant les cultures, en orientant le développement économique dans les zones préalpines et alpines, en redimensionnant les activités et les sports d'hiver. Alors, nouveaux éléments qui ont été introduits dans les propositions de loi régionales sur le climat. Si on en a l'occasion, on pourrait en parler davantage et on pourrait avoir des échanges particuliers sur ces propositions notamment. Donc ça, ce sont des propositions au niveau régional concernant l'atténuation et l'adaptation des planches suivantes. Alors concrètement, j'aimerais vous montrer quelques mesures d'adaptation qui ont été prises en compte. Par exemple, au cours des 2 dernières années, nous avons développé des mesures, systèmes de mesures, et nous avons fait des dotations de 5 millions d'euros dans des activités comme, par exemple, de changement, donc d'intervention d'adaptation au changement climatique basée sur le drainage urbain durable avec l'Agence des forêts
Nous avons fait une dotation de 5 millions d'euros pour réduire les gaz à effet de serre. On doit terminer à présent. Un autre exemple ici de mesures d'adaptation avec l'Université de Pavie, avec une dotation de 4 millions d'euros pour la désimperméabilisation et la végétalisation des toitures. Dernière mesure d'adaptation avec des accords avec la fondation Cariplo dans des groupes avec 4 groupes territoriaux pour la désimperméabilisation également avec une dotation de plusieurs millions d'euros dans plusieurs parties de la région. Merci. Merci beaucoup. Merci Gianluca d'avoir montré également des mesures concrètes d'adaptation. L'Institut ICDEE de la région Wallonne. Il coordonne un consortium de 5 partenaires pour la réalisation d'une étude de 2 ans visant à synthétiser les connaissances scientifiques actuelles en matière de vulnérabilité et d'adaptation pour fournir aux acteurs de terrain vraiment des outils très opérationnels d'adaptation et de résilience. Manuel, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette étude et comment est-ce que les risques que vous identifiez dans l'étude sont intégrés par les communes dans leur plan d'adaptation? Oui, alors je vais peut-être refaire un peu d'historique, mais donc en région Wallonne, on a pris le pli d'aborder l'adaptation face au changement climatique plutôt de manière en effet bottom-up, avec un soutien qui a été fourni aux communes qui s'engageaient dans la Convention des maires sur comment aborder les questions d'adaptation au fur et à mesure que ça se complexifiait dans la Convention des maires elle-même. Avec toujours un peu cet équilibre à trouver entre fournir des outils clés sur porte, on va dire, et en même temps renforcer les capacités. Ça a été au début à fournir une analyse de vulnérabilité sur l'entièreté du territoire et que les communes pouvaient reprendre en considérant que c'était la même chose sur toutes les communes. Et quand ça s'est complexifié un peu, qu'on s'est rendu compte des spécificités, je vous partage ici un outil qui a été élaboré en 2017 qui s'appelle Adapta Commune et où, à travers 8 secteurs qui étaient explorés, on posait quelques questions qu'une commune pouvait assez facilement répondre. On a des menus déroulants qui permettent de ne pas trop aller dans le détail. Et grâce à ces questions, l'agent communal qui était responsable avait une information sur les vulnérabilités sur son territoire et pouvait approfondir certains indicateurs, par exemple ici sur la question des inondations de bâtiments résidentiels dans les zones d'aléas d'inondation ou le nombre d'établissements de santé, etc. Aujourd'hui, l'étude qu'on fait, elle vise à aller un peu plus loin que ça. Oui, j'ai pas montré en parallèle, on avait des cartes pour montrer, par exemple, la zone d'aléas d'inondation et tous les bâtiments dans cette zone. C'est des cartes statiques qu'on avait à l'époque. L'étude qu'on vise aujourd'hui, non seulement on se rend compte que il faut aller plus loin dans toutes ces thématiques, dans tous ces secteurs, donc on creuse en effet toutes les connaissances qui existent pour essayer de donner les meilleurs indicateurs, mais par contre, elle est un peu dans les deux sens. Donc, on va à la fois alimenter avec un outil plus efficace ce qui est mis à disposition des communes sur le terrain. Alors ici, je vous montre un portail hollandais sur lequel on se base pour ce qu'on va développer nous aussi. Dans une idée d'avoir des cartes déjà qui permettent d'explorer les différents scénarios pour mieux comprendre ces enjeux-là. Nous, on a pris l'option, j'entendais ici la France sur son scénario, plus question de prendre les 3 scénarios, un monde à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Et alors, pour pas mal de cartes, on a cette même option, on appelle ça la visualisative, où on a à la fois la carte, mais on a des explications à côté de la carte et on a un côté dynamique. Parce qu'en fait, on se rend compte que les risques climatiques ont un grand besoin
d'aspect dynamique. Je prends par exemple le risque de fortes pluies. Elles vont tomber sur une zone agricole où les sols seront, ça va générer une érosion des sols, puis ça va faire une coulée boueuse qui va aller encore un peu plus loin, qui va descendre le long de la route, qui va arriver à des infrastructures. Et donc, on sent bien que cet aspect-là, c'est très difficile en fait de le montrer sur une carte statique. On superpose plein de couches et ça devient illisible. Et donc, on espère à travers ce portail arriver à bien mieux faire comprendre. Donc, donner des outils en effet au niveau local, les communes, mais aussi des acteurs comme les gestionnaires d'une forêt ou les gestionnaires d'un bassin versant sur les questions d'eau. Donc, ça s'adresse à plusieurs acteurs de terrain. Et alors, je disais dans les deux sens aussi, parce que c'est arriver à synthétiser les différentes connaissances pour fournir de la matière au niveau régional et même à faire ce que le niveau régional devrait faire remonter au niveau national sur les aspects d'adaptation, parce que ça, c'est un autre grand aspect qu'on voit aujourd'hui plus dans les plans d'atténuation. Mais les communes, on leur donne des outils, ok. Il y a pour les plans d'atténuation, en plus, on a vu il y a des objectifs assez clairs, ce qui est encore moins le cas pour les objectifs d'adaptation. Il faut vraiment que ça puisse s'inscrire dans un cadre cohérent au niveau de la région. Et donc, tout le matériel qu'on collecte et qu'on analyse va aussi servir de base à le plan d'adaptation de la région qui va donner les grandes lignes et qui va permettre aux communes d'avoir une action cohérente. Sinon, on a pu voir sur d'autres dimensions à quel point si on laisse tout juste au niveau des communes, on a parfois des incohérences. On a eu ça en Wallonie autour du réseau écologique où chaque commune était soutenue à développer son réseau écologique, mais voilà, il y avait parfois pas de connexion entre le réseau écologique d'une commune et la voisine. Donc c'est tout l'objectif ici, d'essayer à la fois de donner les outils aux acteurs de terrain pour la mise en œuvre, mais de leur donner aussi un cadre dans lequel inscrire les manières de s'adapter, notamment un cadre qui sera très fort tourné autour des infrastructures basées sur la nature. Voilà. Merci beaucoup Manu pour cet exemple de nouveau un peu plus bottom-up. Je me permets de repartager. Hop. Voilà, our next panelist today is Peter. Intervenant, donc c'est Peter Eckersley, qui est prof de gestion publique de l'Université de Nottingham-Trent. Il travaille avant cela avec les autorités locales. Peter a également contribué à une étude récemment sur la qualité des plans d'adaptation en Europe. Alors, Peter, dites-nous un petit peu quels sont les résultats de cette étude et comment les régions se comportent en termes de plans d'adaptation. Et vous trouverez donc le lien ici sur le chat, le lien de cette étude. Peter, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais parler de cette étude. Nous avions environ 40 personnes qui ont travaillé dans cette étude, représentant différents pays. Nous avons également eu des personnes qui venaient d'ailleurs. On peut passer à la diapo suivante. Voilà ce que nous voulions un petit peu découvrir. Donc, est-ce que les pays sont en meilleure posture aujourd'hui pour mesurer l'adaptation climatique? Et quelles sont les politiques donc d'adaptation? Quelles sont les difficultés pour évaluer les politiques d'adaptation? Les difficultés à mesurer cela, à trouver des solutions? Ce qui a été assez difficile dans plusieurs cas de conduire ces études. Les choses ne sont pas forcément cadrées pour l'adaptation, mais plutôt pour la résilience. Alors, plutôt que d'évaluer les facteurs particuliers de mesure, nous avons regardé différentes villes en Europe, comment les choses se sont développées au fil du temps, ce qui a été publié l'an dernier. Alors, voilà ce que nous avons fait principalement. Nous avons sélectionné 27 villes en Europe.
Donc, avec une représentativité des villes européennes, des plus grandes villes, des villes plus petites, de taille plus petite, venant de différentes parties. Je vais essayer de parler plus doucement. Donc, venant de différentes parties d'Europe, mais des 28 pays de l'Europe qui étaient donc représentés, de l'Union européenne plutôt. Nous avions un analyste dans chaque pays qui a collecté les informations, qui a analysé les données donc de cette ville ou de ce pays. Donc, nous avons regardé les contextes respectifs pour évaluer les politiques d'adaptation. Alors, sur les 27 villes, donc 327 villes européennes plutôt, donc 28, on avait donc avait fait des mesures d'adaptation. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, donc l'indice d'évaluation de la qualité de l'air, le ADACA, que nous avons voulu évaluer par un nombre de questions pour chacune de ces villes pour adapter ces éléments, notamment sur l'évaluation des risques au sein de la localité et des différents plans qui ont été mis en place. Ensuite, on a regardé les objectifs inclus dans le plan, quel type de mesures, d'objectifs ont été mis en place par les municipalités, est-ce qu'il y avait un calendrier, est-ce que ces mesures étaient quantifiées. Ensuite, nous sommes passés aux mesures spécifiques qui ont été mises en place. On a regardé ensuite la mise en œuvre avec les différents outils utilisés, les différents process utilisés pour mettre en place ces politiques. On ne peut pas forcément évaluer comment elles ont été mises en place, mais on a essayé d'incorporer quand même ces différents éléments. Ensuite, nous sommes partis à la phase suivante qui est donc l'évaluation et le suivi. Est-ce que la ville a essayé de faire ce qui a été prévu? Et ensuite, nous avons regardé à la participation, les groupes qui ont participé, les groupes plus vulnérables, les industries, dans le développement de ces politiques d'adaptation. Dans chacun de ces 6 éléments, nous avions les mêmes questions pour chacun des chercheurs. Ce sont les chercheurs qui ont donc établi ces questions lorsqu'ils ont fait les études. Et ensemble, nous avons créé donc un lien. Alors, sur ces 327 villes que nous avons vues, nous voyons ici ce qui a été publié. Vous voyez en jaune les plans jusqu'à mi-2015, ensuite en bleu de 2015 à 2018, et puis en rouge qui est un peu plus récent, ou en vert qui est plus récent. Nous avons regardé les plans qui ont été publiés par les municipalités locales jusqu'en 2018. Et vous voyez quand même une augmentation graduelle au niveau des résultats dans ces plans d'adaptation au fil du temps. Dans l'ensemble, on voit quand même une meilleure amélioration au fil du temps. Diapo suivante, en moyenne, non seulement une amélioration au fil du temps, mais également des principes, les 6 principes de qualité qui ont été mis en place, qui se sont également améliorés. Donc, le suivi, d'abord l'impact, les objectifs, les mesures d'adaptation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Ce qui a été très intéressant dans cette étude, nous avons identifié des clusters avec des pratiques communes à différents niveaux. Ce que vous voyez en vert, ce qui est plus récent, ce qui est en jaune plus ancien. Alors, nous voyons ici, par exemple, en Irlande, avec un cluster de plans plus récents. En Pologne également, avec donc ça c'est en vert, c'est ce qui est plus récent. Et également en France.
également en Irlande et en France, il y avait un mandat sur les municipalités que les municipalités devaient respecter concernant les plans d'adaptation. Avec des structures, il devait y avoir des évaluations avec une implication des acteurs locaux. Donc, les Irlandais ont plutôt bien performé comparé à d'autres villes ailleurs. On peut noter cela. Un autre résultat que nous avons pu identifier, c'est que dans l'ensemble, les villes s'améliorent dans l'établissement des liens qui sont faits entre les risques et les mesures et les objectifs. On voit des liens qui sont plus évidents entre ce que les villes cherchent à faire. Il peut y avoir des risques qui ont été évalués, mais pas forcément des mesures qui ont été prises en lien avec ces risques avant. Au niveau des secteurs des industries au sein d'une ville qui ont pu identifier ces risques, on voit des liens plus évidents et qui se sont améliorés, plus cohérents entre ce qui a été identifié et quelles ont été les mesures prises en lien avec ces risques. On peut terminer rapidement. Alors, il semble que les villes font moins maintenant pour répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables. Ça, c'est vraiment le point faible que nous avons pu identifier dans cette étude, notamment les personnes en situation de handicap. Moins de choses ont été faites pour ces groupes, avec moins de cibles pour ces groupes particuliers. En lien avec donc les changements climatiques. Merci beaucoup, Peter. On peut voir vraiment que les régions et les villes dans l'ensemble ont quand même amélioré leurs approches et leurs politiques. Aujourd'hui, ce sera Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique et président de Climate Change. Monsieur Dantec travaille depuis de nombreuses années sur les questions d'adaptation en France et en Europe. La France a d'ailleurs élaboré la trajectoire de réchauffement de référence dont Amandine parlait plus tôt pour l'adaptation au changement climatique à plus 4 degrés. Pourriez-vous nous expliquer, Ronan, en quoi cela consiste et comment cette trajectoire va-t-elle accompagner les territoires dans l'élaboration et dans l'implémentation de leur plan d'adaptation? Bonjour à tous. Alors, la question va peut-être quand même un petit peu vite, puisque, comme ça a été dit dans la revue de presse tout à l'heure de Construction 21, c'est quand même très, très nouveau que la France ait adopté un scénario de référence, une trajectoire de référence. Donc, avoir son impact va nécessiter quand même un peu de recul et un peu de temps. Néanmoins, je crois que c'est quand même un point à souligner. J'entendais bien la présentation belge aussi, puis évidemment, on en avait parlé à Liège. Ça n'est pas du tout la même chose pour les territoires d'avoir une trajectoire de référence de l'État ou de devoir finalement, à l'échelle de chaque territoire, mais je serais très... Ronan, on ne t'entend plus. On a perdu Ronan, je pense. Alors, est-ce que là, vous m'avez retrouvé? Ah oui, voilà. Tout Alors, à fait. je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais essayer de bouger le moins possible. Donc, je disais, alors je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu, mais ce que je disais de manière à souligner, c'est qu'effectivement, en France, il y a maintenant une trajectoire de référence, plus 4 degrés. Le plus 4 degrés, je le rappelle, qui n'est jamais que la traduction à l'échelle française de ce qu'on connaît des engagements des États après Glasgow. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les engagements de Glasgow des États sont tenus, on va vers un réchauffement mondial aux alentours
de 7, de 8 degrés, ce qui fait à peu près plus 4 degrés en France. Donc, ce n'est pas un scénario plus 4 mondial, c'est le scénario qui, finalement, le scénario scientifique correspondant aux engagements des États et qui se décline par un plus 4 degrés en France, puisque les terres se réchauffent plus vite que la mer et le nord plus vite que le sud. Donc, on ne peut évidemment pas encore savoir quel va être l'impact, mais c'est quand même un acte politique très fort qui a été porté par le ministre Christophe Béchu, et nous attendons maintenant une première traduction à travers le Programme national d'adaptation au changement climatique numéro 3, qui sera publié en fin de premier semestre. On l'attend pour la fin du printemps. Donc, et on verra qu'après les conséquences. Moi, ce qui me semble important de souligner, j'ai écouté avec grand intérêt les différentes interventions, c'est que d'abord, les territoires ont besoin d'énormément d'éléments de connaissance. À partir du moment où il y a un scénario, une trajectoire de référence, qu'est-ce que ça veut dire en termes de sécheresse, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'épisodes de pluie. Alors évidemment, c'est toujours de la probabilité, mais quelles sont en fait les évolutions climatiques prévisibles, et il faut le faire y compris à des échéances de 10, 20, 30, 40 degrés, 40 ans, où les conséquences ne seront pas toujours les mêmes. C'est très matriciel, en fait, l'approche de l'adaptation. Donc, ce qui me semble quand même très important à souligner aussi, et je crois que c'est assez raccord avec les interventions précédentes, c'est que autant l'adaptation a longtemps été le parent pauvre quand on parlait de changement climatique et où tout l'effort était mis sur la réduction des émissions. Et évidemment, il ne s'agit pas de réduire l'effort sur la réduction des émissions. Malgré tout, aujourd'hui, on sent une volonté des acteurs de rééquilibrer l'effort entre adaptation et mitigation et atténuation, parce que tout simplement, les événements climatiques du réchauffement sont là. Sécheresse, feux de forêt, inondations. Depuis 2 ans, la France a souffert, comme la Belgique, comme bien d'autres pays. Donc, il y a une volonté maintenant d'aller sur les questions d'adaptation. Mais il faut déjà voir donc plus précisément à quoi il faut s'attendre. Donc là, par exemple, en France, Météo France est mandaté par l'État pour affiner à partir de la trajectoire plus 4 degrés. Il faut voir les conséquences techniques. Et là aussi, tous les grands opérateurs de l'État en France, comme le CEREMA, par exemple, ou l'ADEME, sont aussi mandatés par l'État pour donner un certain nombre de préconisations techniques au territoire et à l'ensemble des opérateurs. Ce n'est pas que les territoires, c'est aussi les opérateurs nationaux. Donc, on est dans ce moment de création de la culture commune. Et ensuite, il s'agira d'aller plus loin dans les stratégies elles-mêmes, dans les diagnostics de vulnérabilité, ça a été dit avant moi, qui sont absolument essentiels, qui sont obligatoires dans les plans climat en France, mais assez peu réalisés au final. Et puis aller après sur la question du financement, des normes sur le bâti. Enfin, on va avoir énormément de questions qui vont se poser sur les 10 prochaines années. Peut-être un point qui a été peu souligné, j'entends très très bien ce qui a été dit dans la dernière intervention sur le fait que les enjeux sociaux vont être des enjeux centraux, c'est-à-dire que plus on est vulnérable, plus on est un ménage modeste, plus on a des risques de souffrir de maladaptation ou de l'absence de réponse d'adaptation. Ça va être un enjeu absolument majeur. Et il y a un enjeu qui monte aussi très fortement. J'intervenais ce matin devant 2000 agents d'assurance, c'est la question de l'assurance. La question assurantielle va aussi être une question absolument centrale. Qui assure? Est-ce que ce sont les grands assureurs privés? Est-ce que c'est l'État? Comment on fait sur des catastrophes naturelles? Comment on fait sur des événements qui sont plus lents? Toutes ces questions-là sont vraiment sur la table. Donc moi, je dirais à ce stade qu'on rentre maintenant un peu dans le dur, qu'il y a eu, j'avais produit un rapport en 2019 sur les retards de la France par rapport à l'adaptation, qu'il y a eu depuis 2 ans une accélération très très forte de la prise de conscience dans le débat public de la nécessité des politiques d'adaptation, mais qu'effectivement, il s'agit maintenant d'avoir une idée précise des conséquences du réchauffement, des conséquences techniques, des conséquences sociales, et derrière d'avoir des stratégies, et des stratégies multiniveaux, ça vous l'avez tous dit, c'est absolument essentiel, y compris en termes de financement, et y compris en intégrant l'assurance. Donc on est dans ce moment de bascule
qui est vraiment très, très notable en France, mais globalement au niveau européen, et le succès du sommet de Liège, porté par Climate Change, l'a dit aussi, mais on n'est pas encore pour autant à des politiques robustes d'adaptation qui vont nécessiter partout en Europe encore du temps et beaucoup d'échanges comme ce que nous faisons cet après-midi. Voilà. Merci beaucoup, Renan. Je pense que oui, il faut bien avoir en tête tous ces différents éléments qui vont réussir à concilier pour arriver à mettre en place des plans d'adaptation qui sont en adéquation avec les vulnérabilités de chacun et les trajectoires mises en place par tous les pays. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants aujourd'hui pour leur présentation sur ce sujet assez technique, mais hyper essentiel aujourd'hui quand nous parlons d'adaptation au changement climatique en Europe. Nous allons terminer cette IMAG. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va essayer de prendre quelques questions. Je vais laisser la parole à Tania pour cette session questions-réponses. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole et poser votre question en live. Oui, merci Estelle. Absolutely. If you have any questions, Absolument. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et nous pourrions prendre quelques questions en direct. Ce serait plus interactif. Sinon, nous avons quelques questions qui ont été notées dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. C'est le moment pour vous. Alors, peut-être en attendant de formuler vos questions, on pourrait d'abord répondre aux premières questions postées dans le chat. Nous avons une question de Barbara qui doit s'adresser, je pense, à Manuel Archi. Climatique européenne requises pour les infrastructures et les constructions. Oui, donc l'idée, c'est vraiment, avec les scénarios, on construit, donc on base en fait sur le concept de chaîne d'impact, hein, avec les différents éléments du risque, les notions d'aléa, les notions d'exposition et les notions de vulnérabilité, sensibilité. Avec les scénarios, on construit les aléas, et puis après, ces différents aléas sont mis au regard d'éléments d'exposition. Dedans, on a une thématique qu'on explore sur les infrastructures et les infrastructures visées par cette directive européenne d'infrastructures critiques étaient dedans. J'ai juste ici une petite remarque auquel vous vous confrontez peut-être. Ça évolue. Le monde de la gestion du risque et de la planification d'urgence et le monde de l'adaptation, en tout cas chez nous, c'est deux mondes, voilà, des gens différents qui ne se parlent pas encore tant que ça évolue petit à petit. Et donc, par exemple, pour obtenir les données qui existent dans leur monde sur la question de la gestion des risques et des infrastructures critiques, c'est très touchy et on n'y arrive pas. Par ailleurs, ils ont déjà pas mal avancé sur cette directive, mais plutôt d'une manière qualitative et pas avec des données géolocalisées, des informations que nous on peut traiter. Donc, on a pris le pli de prendre un pas de recul par rapport aux infrastructures critiques vraiment visées par la directive et d'avoir les infrastructures en général avec un niveau de criticité que nous on évalue de notre côté, qui du coup est déjà en lien avec la vulnérabilité, hein, pour définir une acceptabilité du risque, par exemple la hauteur d'eau qu'on va accepter dans un hôpital ou dans une caserne de pompiers. Et on croise ces différents éléments pour avoir au niveau ce qu'on appelle chez nous en Wallonie les secteurs statistiques. Donc c'est pas au mètre près, mais c'est pas non plus à l'échelle d'une commune qui est trop large, d'avoir des statistiques sur le nombre d'infrastructures touchées et sur les éléments de criticité. Voilà. On est aussi en train d'explorer la question du réseau, des problématiques qu'on rencontre sur les réseaux de transport suite à le fait qu'une infrastructure tombe. C'est ce qu'on appelle après les risques en cascade. Si mon infrastructure routière est tombée et que ça ne peut plus être desservi par les pompiers ou par arriver jusqu'à un hôpital, voilà, on va avoir des risques en cascade. Voilà, donc oui, c'est intégré dans cette dimension et on espère par là arriver à contribuer à rapprocher ces deux mondes
ce qui est nécessaire. Le CEREMA avait sorti une jolie infographie à ce sujet-là sur la gestion du risque et comment l'intégrer mieux dans le retour, la phase de retour à la normale, l'intégrer dans une dimension d'augmentation de la résilience. Peut-être une question complémentaire par rapport à cette gestion du risque. Alors là, je vois que la focalisation est quand même sur le risque, mais c'est aussi évidemment l'histoire récente et tragique en Belgique. Est-ce que suivant les scénarios, il y a des risques extrêmement différents ou est-ce que globalement c'est à peu près les mêmes et avec une fréquence, une probabilité de survenue plus forte, puisque vous avez fait 2, 3, 4, donc ça fait de grosses différences. Qu'est-ce que ça donne en fait en différence d'impact? Alors ils n'ont pas encore terminé, notre équipe de projection climatique de l'Université de Liège n'a pas encore terminé tout son rapport, mais dévoilait déjà les premières informations. La grosse annonce, on va dire, était autour du fait que dans un monde à plus 2 degrés, l'épisode assez traumatique pour la Wallonie de 2021 avec des inondations très fortes dans la vallée de la Vesdre, du côté de la ville de Liège, et qui avait avant, alors selon la méthode dont on calcule, des périodes de retour qui allaient de 100 ans à 700 ans, aurait plutôt des périodes de retour de 10 ans dans ce monde à plus de degrés. Donc, il y a vraiment une concentration avec la géographie de la Wallonie, de la problématique des pluies extrêmes sur cette région-là. Et dans le scénario à plus de degrés, qui est assez proche quand même, une grosse augmentation. Et puis après, en réalité, dans le monde à plus 3 et plus 4 degrés, selon les dernières projections, alors que c'est pas si évident toujours, qu'est-ce qui va se passer avec la pluviométrie sur ces projections. Là, peut-être une tendance à ce que ça diminue, mais par contre, une reprise des risques de sécheresse beaucoup plus importante et dans ces mondes-là, de risques de feux de forêt qui apparaîtraient alors que nous, on ne les avait pas trop jusqu'ici dans le radar, on va dire. On pensait être assez préservés. Merci. Merci beaucoup. I don't know if the other speakers. Je ne sais pas si les autres intervenants, il reste 30 secondes avant de terminer, si quelqu'un veut commenter sur ce qui vient d'être dit. Je pense que Peter a déjà mis un message. Je ne sais pas si nos autres intervenants veulent encore intervenir. Adressé plutôt à Peter, puisqu'il évoquait les questions d'enjeux sociaux. Nous, on le voit aussi, on l'a vu apparaître, on a croisé des données d'exposition, de vulnérabilité sociale, et on voit apparaître des disparités énormes. Et là, par contre, on s'est confronté à des grosses problématiques de développement de mesures. Par exemple, on a des vulnérabilités autour de la question énergétique. On peut renvoyer très facilement à des plans d'action, d'atténuation qui, en général, on peut montrer où sont les synergies et on dit, voilà, si vous faites tels éléments dans ces plans d'action, ça sera bon pour l'adaptation. Sur le plan social, il y a un grand vide. Il y a des politiques sociales qui existent, mais des objectifs sociaux qui viendraient de l'Europe et sur lesquels on très accroché. Et donc, je voudrais savoir si dans ce que vous avez pu voir dans les différents plans, il y en a qui avaient pu élaborer des mesures d'adaptation. Donc, vraiment dans l'idée des mesures directement pour réduire la vulnérabilité sociale. Parce que ce qu'on fait assez bien, c'est de dire toutes les mesures d'adaptation, on les screen au regard social et on dit on ne veut pas qu'elles augmentent les inégalités, on veut éviter les primes, etc. Mais des mesures qui visent spécifiquement la réduction de la vulnérabilité sociale, ça, c'est challenge. Yes, not very many. Pas beaucoup en tout cas. Un exemple serait une ville en Irlande avec des initiatives spécifiques pour améliorer la situation des personnes, notamment les personnes plus vulnérables dans les bâtiments, pour qu'ils ne souffrent pas trop de la chaleur. Bon, c'est pas
ce n'est pas vraiment courant en Europe, par exemple, d'avoir des formes de volets intérieurs pour empêcher donc les effets de la chaleur, mais en Irlande, bien sûr, c'est très rare parce qu'il n'a pas fait très chaud jusqu'ici. Donc, certaines villes en Europe du Nord commencent à prendre en compte donc la réduction des risques de l'effet de la chaleur sur les personnes vulnérables, mais également dans les hôpitaux, dans les crèches. Donc, on a regardé un petit peu ces mesures pour voir si elles étaient déjà prises en compte et mises en place vraiment, qui n'étaient pas inclus dans les documents de stratégie à la base. Donc, en tout cas, on a trouvé quelques exemples. Mais ce qu'on n'a pas trouvé par ailleurs, c'était si les personnes elles-mêmes ont été consultées sur leur avis, pour avoir leur avis sur ce qui pourrait être important pour apporter de l'ombre, notamment dans ce genre de structure ou d'autres mesures qui pourraient être prises pour les personnes concernées. Merci, Peter. Il y a d'autres questions dans le chat, notamment sur les aspects sociaux de la question sociale. Donc, c'est l'occasion notamment de vous inviter au prochain NIMA qui aura lieu en mai, qui sera justement sur ces questions de justice sociale dans l'adaptation, dans les politiques d'adaptation européennes. Le mois prochain, nous aurons donc notre prochain IMAG sur l'habitat en Afrique. Vous avez ici les liens qui s'affichent sur l'écran. Je donne la parole à Estelle pour la fin de notre IMAG. Merci, Tania. Oui, comme Tania a dit, nous aurons voici nos 2 prochains rendez-vous, aussi bien un pour l'action climat en Afrique, le 25 avril sur l'habitat durable, qui reviendra sur notre feuille de route de Yaoundé, 6 mois avant le forum mondial urbain qui aura lieu au Caire. Et puis, juste avant les élections européennes, le 30 mai, nous aurons cette IMAG sur la justice sociale et cet aspect social qui est aujourd'hui encore très flou dans les politiques d'adaptation. Donc, n'hésitez pas à scanner les petits QR codes ou à vous référer aux liens dans le chat que ma collègue Noémie poste à l'instant pour vous inscrire. Et évidemment, de nous contacter si vous avez des questions. Là, il est temps pour nous de terminer aujourd'hui, mais n'hésitez pas vraiment à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires à notre adresse mail sur l'écran. Merci beaucoup à tout le monde, aux intervenants, à l'interprète, aux participants d'être venus aujourd'hui et nous espérons vous voir nombreux aux prochaines éditions. Bel après-midi à tout le monde. Merci à tous. Merci. Thank you, everyone. Stay in touch.